larmes, colère, embarras. Si les leaders politiques maîtrisent leurs verbes, qu'expriment leurs attitudes dans les moments de tension, leur langage corporel est-il en phase avec leurs propos et que révèlent les gestes de ceux qui nous gouvernent ou aspirent à le faire? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les Valls, Macron, Juppé, Cos et Marine Le Pen, dans ces moments de tension où des gestes peuvent trahir, avec nous trois invités. Bonjour. Philippe Turchet, synergologue et auteur de plusieurs ouvrages sur la gestuelle, dont ce langage universel du corps, aux éditions de l'Homme. Alors vous vivez au Canada et vous apporterez un peu de fraîcheur dans le regard. Alors face à vous, Parisienne, avec de la fraîcheur quand même, Nourdine Cherkaoui, spécialiste en coaching de la gestuelle chez Havas Worldwide Paris. Et enfin Mariette Darigrand, sémiologue et auteur de ce livre Sexy Corpus, tout un programme de voyage dans la chair des mots aux éditions Le Mieux. Alors je vous propose de commencer l'émission par une image qui a déjà quelques mois, mais qui éclaire un des phénomènes les plus commentés de la vie gouvernementale ces derniers temps, la fameuse rivalité Valls-Macron. Ces dernières semaines, la presse a fait ses choux gras, des pics et des tensions, mais il y a quelques mois, les deux posaient encore sur la mode de la bonne entente. C'était lors d'un déplacement au Japon pour lancer l'année de l'innovation franco-japonaise. Et les deux s'étaient rendus à Tokyo, bras dessus, bras dessous, ou presque. Vous êtes tous les deux Premier ministre, ministre de l'économie pour vanter la French Tech ici au Japon. Comment vous qualifieriez votre duo? Mais d'abord, ce n'est pas un duo, c'est un gouvernement. Il y a plusieurs membres du gouvernement, mais le Premier ministre et le ministre de l'économie sont là pour montrer que la France est dynamique, qu'elle est en mouvement. Et donc nous sommes dynamiques et en mouvement. Et nous sommes créatifs. On lance cette campagne Créative France. C'est aussi le lancement de la French Tech à Tokyo par le ministre de l'économie en début d'après-midi. Donc dynamisme, mouvement et créativité. Voilà ce qui nous caractérise. Merci. On a pu lire des articles, sur votre rivalité. Non. Ce sont des fables. C'est pas un combat de coq ici. Allez. Voilà, non, aucun dit Valls, aucune rivalité. Alors ça c'est pour les paroles, mais que disent les gestes et trahissent-ils un climat moins cordial que celui revendiqué? Nourdine Cherkaoui, peut-être sur Valls pour commencer, parce qu'ils sont deux là quand même. Ils sont deux, et on pourrait faire la séquence qui est le mâle alpha, qui est le mâle dominant. D'accord, c'est celui qui parle, on va dire. C'est celui qui parle. C'est Valls. Et vous le voyez bien que Emmanuel Macron est en position défensive, fermée, derrière, il écoute, le Premier ministre rappelle que ce n'est pas un duo, donc ce n'est pas égalitaire. Philippe Turchet. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Emmanuel Valls, alors qu'il va parler d'Emmanuel Macron, ne le regarde jamais. Non. C'est-à-dire qu'il va vers lui, mais il le regarde subrepticement la première fois. Il y a une sidération du regard et il ne le regardera plus. Mais voilà, il tourne la tête au début. Oui, si bien qu'Emmanuel Macron se rendant compte qu'il n'y aura pas d'échange avec le Premier ministre, se met en arrière et se met à parler à quelqu'un d'autre. Alors, derrière ce croisement de bras, il y a aussi le fait que je montre qu'après tout, que les choses se fassent autour de moi. Moi, j'ai pas à entrer dans la course. Les gens font les choses autour de moi, mais moi, je ne bouge pas. Et ce qu'on remarque, c'est que ses mains sont assez hautes aussi. Vous savez, quand les mains sont hautes, c'est le dominant qui met les mains le plus haut. Et quand les gens sont en situation d'échange comme ça, celui qui met les mains le plus haut est souvent le dominant, l'autre est le collaborateur. Alors il y a le mâle dominant qui parle, puis il y a le mâle dominant qui croise les bras. Oui, qui croise les bras, et puis qui montre quand même, en tenant ses mains comme ça, qu'il est assez haut, quoi. Alors qu'il pourrait très bien le faire comme ça. D'accord. Donc, donc en fait, et puis vous dites son côté en retrait, voilà, il se met vraiment en retrait en se disant, voilà, finalement tout ça ne me concerne pas. Oui, tout à fait. C'est un retrait un peu agressif, quoi. Oui, et d'ailleurs il s'arrange pour trouver quelqu'un qui va parler derrière lui, pour pouvoir tourner, pas ostensiblement, mais pour tourner la tête au Premier ministre, le dos au Premier ministre, et montrer que lui aussi il communique, pendant que le Premier ministre communique, lui aussi il communique. Nous communiquons tous les deux. Donc verdict, vous diriez déjà rivalité c'est assez évident. Des deux côtés. Oui. Évidente. C'est évident. Ils sont en marche, tous les deux. Ils sont en marche, tous les deux. Ils sont en marche, tous les deux. Mariette Darigrand, oui, moi, peut-être un commentaire à ajouter? J'étais intéressée par le langage du silence, qui est une des formes du langage, justement. Il ne dit rien, et il a son sourire. Macron, Macron, bien sûr, Emmanuel Macron, parce que je pense que c'est le nouveau type de mâle dominant. Il y a une passation, il y a un effet générationnel, il me semble. Et donc, celui qui va écouter le corps social, tout en souriant, aujourd'hui, est peut-être en train de dire quelque chose d'assez puissant, il me semble.
Ah, c'est intéressant. Donc finalement, le mâle dominant n'est pas celui qui semblerait au premier abord, c'est ça? Et dans cette Hypothèse. posture d'écoute, il y a quelque chose. Oui, il me D'accord. semble, de moderne. Et vous pensez que c'est une posture, pour le coup, travaillée? Parce qu'il y a toujours cette question dans les gestes. Il y a le geste travaillé et puis le geste spontané. Oui, il a une grande valeur iconique, comme on dit dans le monde de la mode. Hein. Il est bien physiquement sous l'angle du fashion. Et il montre discrètement son alliance avec sa main un peu haute. Non, je crois que les Ah bon, signes sont pourquoi là. montrer discrètement son alliance? Ça dit quoi? C'est connu dans le monde de la pub ou de la mode, lorsqu'il faut précisément dire quelque chose de cet ordre, hein, c'est-à-dire du conformisme classique. Eh bien, les mannequins montrent toujours leur alliance, femmes comme hommes. D'accord, ok. Donc en fait, c'est ça. Je suis Alors mal qu'ils dominant, portent la main j'écoute et je suis conformiste, je montre, ça je traduis, enfin je résume, je comprends, d'accord. Non, c'est intéressant. Et donc vous disiez quand même assez travailler la posture. Vous diriez aussi travailler dans les deux cas où il y a quand même des choses qui leur échappent. Parce que ce que vous analysiez, Philippe Turchet, c'était quand même une posture très travaillée, notamment de la part de Macron. Oui, le croisement de bras très haut, oui, mais en même temps, l'échange de regards, c'est pas quelque chose qui me semble-t-il est si travaillé que ça. Il y a quelque chose de inconsciemment, je ne veux pas le regarder, je ne veux pas lui donner de l'importance, donc je regarde ailleurs. Alors, on a vu Manuel Valls, dans un moment assez détendu, enfin d'humour en apparence, hein, d'après ce qu'on a compris. On va le voir maintenant dans un moment compliqué, très compliqué pour lui ces dernières semaines, celui des tensions autour de la loi El Khomri. Alors comment gère-t-il l'instant? Est-il, comme certains le disent, au bord de la crise de nerfs? On commence par une déclaration début mars. Alors on est au Salon de l'Agriculture, où le Premier ministre est en déplacement, entouré là aussi de nombreuses personnes qui n'ont pas les bras croisés, si je vois bien. Et il annonce le report de la loi, un coup de frein pour démarrer des négociations qui n'avaient pas été faites avant. Nous allons nous donner quelques jours supplémentaires. J'aurai l'occasion de recevoir dans une semaine sans doute l'ensemble des partenaires sociaux, organisations syndicales et organisations patronales, les unes après les autres, et avec Myriam El Khomri et Emmanuel Macron, pouvoir les réunir ensuite pour restituer ce débat. Voilà, c'est par le dialogue que l'on fait avancer les choses, mais je veux aussi bien sûr marquer la très grande détermination du gouvernement à faire avancer ce texte qui est utile pour les entreprises, utile pour les salariés et utile pour le pays. Alors c'est un peu un défi pour les spécialistes de la gestuelle parce qu'il faut dire qu'il bouge quand même très peu. Hein. Il est quand même assez figé. Certains disent qu'il a un masque. Hein, voilà. Et ça se reproduit à nouveau quelques jours plus tard dans l'hémicycle, au moment où là on est moins dans la négociation, hein, lorsqu'il endosse le recours au 49.3. J'ai engagé, après l'accord du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, la responsabilité de mon gouvernement sur le texte Nouvelle liberté, nouvelle protection pour les entreprises et les actifs. Cette décision, j'y reviendrai, elle s'est imposée, car derrière les appels au dialogue, il y a depuis le début une volonté d'aller au blocage. Monsieur Chassaigne, vous souhaitiez être écouté. Écoutez-moi alors. Ce texte n'inverse pas la hiérarchie des normes. Il ne remet pas en cause le principe de faveur. Il donne plus d'espace au dialogue social de proximité. Et c'est quand même assez étonnant que vous fassiez une intervention sur la démocratie et sur le dialogue social et que vous ne souhaitiez pas ce dialogue social dans l'entreprise, auprès des entrepreneurs et surtout des salariés. Voilà, alors à la fin, il s'énerve un peu. On l'a gardé pour montrer, là, il est à son sommet là, en matière de gestes dans l'hémicycle. Mais bon, ça reste quand même très sobre. Alors, il y a peut-être un côté travaillé, vous qui faites du coaching gestuel. Alors, ou alors, voilà, mais malgré tout, malgré ce côté sans doute travaillé, enfin, on imagine, est-ce qu'il y a un bouillonnement intérieur qu'on sent quand même? il y a du contrôle. Il y a du contrôle. Notamment au moment de la séquence au Salon de l'Agriculture. Vous entendez un bruit qui fait sursauter le public derrière, Oui, tout et le il monde ne tourne la tête, bouge pas. Il continue à dérouler son discours de la méthode très précis, son calendrier. Il est contrôlé ou il est concentré? Il est concentré. Et dans la deuxième séquence, il est aussi très concentré et même il neutralise toute gestuelle. Oui, on le voit, il pose sa main sur l'autre main. Il est totalement concentré sur un passage qui est quand même pas facile. Et la gestuelle va avec sa voix. Vous le voyez bien, il fait des gestes comme celui-ci en appuyant la voix. On ne peut pas découpler voix et gestuelle avec Valls. Ça, c'est
C'est très... Il scande un peu ses propos, c'est Il ça. scande Et ses quand il propos. met la main, du coup, je le fais. Non, il n'a pas fait comme ça. Il l'a fait voilà, juste comme ça. Comme ça, quand il fait ça, c'est quoi? C'est pour se maîtriser, Mariette Darigon, l'émotion. peut-être une réaction, je ne sais pas si ce geste vous inspire ou sur le reste. Ben, ça me rappelle le geste de Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault faisait beaucoup ce type de gestes, comme ça, très verticaux, pédagogiques. C'est le Premier ministre qui parle et qui explique. Alors que dans la séquence Salon de l'agriculture, on a vraiment l'impression que c'est un président de la République. À moi, c'est quoi alors le gestuel du président de la République? Mais c'est le lieu aussi. Ah oui, c'est président Salon de l'agriculture, président de la République, symboliquement, depuis Chirac, on sait que c'est un lieu essentiel. Et ce qui me frappe là, c'est que Manuel Valls se prend pour le président d'une certaine façon, là, dans ce moment où il parle, au fond, de la France. Il est très, comment dire, présidentiel, il est très statutaire. Il n'a pas du tout la même parole que lorsqu'il est Premier ministre, où là, c'est à la limite de l'ennui. On a l'impression que c'est l'ennui. Ah, mais alors vous parlez de sa gestuelle un peu scandée, ce qu'on Oui, voit à la fin de l'extrait, exactement. effectivement, dans l'hémicycle, mais sinon, il est quand même ultra statique. Très statique, très statique, avec juste cette espèce de mouvement mécanique. Hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai remarqué que c'était plutôt un mouvement de Premier ministre qui est un peu à l'étroit. On sent que le costume de Premier ministre réduit quelque chose de la dynamique personnelle du bonhomme et qu'on voit beaucoup plus lorsqu'il est au Salon de l'Agriculture, où là, il a la parole beaucoup plus déliée et on voit que ça l'intéresse parce que le cadre... D'accord, c'est la gestuelle du pédagogue, en fait, la gestuelle du Premier ministre pédagogue dans l'hémicycle, qui est une gestuelle un peu classique, on va dire. D'accord. Et alors, derrière cette gestuelle, effectivement, très maîtrisée, hein, ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a justement du bouillonnement, de la colère? Parce qu'on dit que Manuel Valls, il est souvent au bord de la crise de nerfs en ce moment, au bord de l'explosion. Est-ce que vous la sentez malgré tout? Je ne sais pas. En tout cas, revenons d'abord un petit peu sur le Salon de l'agriculture. On s'aperçoit qu'au moment du Salon de l'agriculture, quand il parle du report de la loi travail, sa tête fait des petits mouvements comme ça. Oui. Et ça, c'est ce qui se passe quand une personne raconte un événement traumatisant. Et le report, c'est traumatisant, ouais. Donc, il y a un côté comme ça, avec une déglutition derrière. Et là, je pense qu'il est assez mal à ce moment-là. Et donc, c'est sur le Salon de l'agriculture, ces petits mouvements de tête comme ça. Et quand on le retrouve donc, dans l'hémicycle, au début, il attaque aussi, il démarre aussi en ayant un corps qui va de gauche et de droite. Ah ouais, alors nous, on a vu l'immobilisme, vous détectez ces micro-mouvements. Ces micro-mouvements, et puis, il y a, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a ce deuxième temps, où là, il y a quelque chose de plus préparé, et là, on voit l'homme qui se positionne en homme d'État, en montrant avec sa main droite et en scandant avec sa main droite. Mais il y a les deux moments. Il y a deux moments. Il y a les deux moments. Et Nourdine Cherkaoui parlait de la main là, qui retient l'autre. Oui. Ça, vous pensez, ça c'est quoi? C'est un geste maîtrisé ou vous pensez que c'est... Je pense que c'est un geste maîtrisé. Je pense qu'ils ont tous comme ça cette espèce de ritournelles gestuelles qui sont des gestes qui leur permettent de se calmer. Et par exemple, un être humain, pour se concentrer, il est obligé d'avoir les mains qui reviennent l'une dans l'autre. Vous voyez de l'autocontact. C'est des autocontacts. On y est tous vite. Donc, cet autocontact nous permet de revenir, de faire une bulle qui nous permet de se concentrer, de se rassembler. On le voit, on le voit pas fréquemment, on le voit tout le temps. El Khomri est intéressante, je trouve, elle. Parce qu'elle l'écoute, et on est au début du discours, et en 4 secondes, on la voit 4 secondes, elle cligne 5 fois des paupières de manière métronomique. Ça veut dire qu'elle fait venir l'information dans son cerveau. Ça veut dire qu'elle l'écoute. Elle n'est pas simplement là en attendant que ça se passe. Ça veut dire que c'est sa loi qui va passer en 49.3. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir c'est ce que ça voudra dire après chez d'autres individus. On arrête là sur Valls, voilà, et je me rassemble moi aussi, et j'en viens à Alain Juppé, parce que lui aussi, il est dans la famille, je dirais la grande famille du j'exprime quand même peu, je fais pas trop de gestes. Alors, un sommet de maîtrise nous a-t-il semblé en préparant l'émission, même dans les moments ultra tendus. On s'est polarisé justement sur quelques moments ultra tendus pour Alain Juppé, ultra difficile. Comment a-t-il réagi? Alors, premier exemple, en novembre 2014, lorsqu'il reçoit à Bordeaux Nicolas Sarkozy, alors candidat pour prendre la tête de l'UMP. Alors, à ce moment-là, les deux hommes ne sont pas encore clairement et officiellement en compétition, hein, mais on le devine peut-être déjà, notamment au moment où il monte à la tribune. Alors, il y a un petit contact, hein, mais après, ça se dégrade. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Nous comptons tous sur la nouvelle présidence pour redonner à l'UMP un nouvel élan et préparer, comme le souhaitent nos électeurs, des primaires ouvertes afin de choisir celui qui, le moment venu, nous conduira à la victoire. Vous me connaissez,
et je ne me laisse pas pour ma part impressionner par des mouvements de foule. Nous aurons des primaires ouvertes et je ferai tout pour que nous les organisions de façon transparente et efficace. Voilà, alors je ne me laisse pas impressionner, dit-il. On reviendra plus tard sur ce moment, hein, sa réaction face à cette agression quand même des militants sarkozystes qui le huent, en entendant cette phrase primaire de la droite et du centre. Mais peut-être d'abord le début, Philippe Turchet, quand ils arrivent tous les deux, Oui. ça fait penser un peu à la situation Macron-Valls. Oui, oui, voilà, c'est on ça. arrive ensemble, mais on est déjà en rivalité. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que une chose qui est très connue, c'est que c'est le dominant qui a tendance à toucher l'autre. Ouais. Vous savez, c'est vrai dans le monde animal, c'est vrai un petit peu partout. Et là, Nicolas Sarkozy l'amène en le touchant pour bien montrer à la foule que c'est lui le dominant. Et Juppé réagit pas d'ailleurs. Et Juppé il ne fait pas ça à son tour pour montrer que finalement c'est voilà. quand même lui le dominant. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Il n'y a pas ce truc-là, alors on voit fréquemment ça, où les gens rivalisent de je te touche et le dernier qui a touché l'autre a gagné. Et là, on voit pas ça du tout. Comme si Juppé voulait pas faire 4 Sarkozy encore. Donc, il y a pas. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. D'accord. Ah oui, c'est les bras croisés. Oui, c'est ça. Sarkozy aux bras croisés de c'est ça, tu Macron. peux me Voilà, toucher, moi je suis pas là, quoi. Je suis pas là pour me battre avec toi ici sur ce terrain comme ça, quoi. Il n'est pas dans ce registre. Oui. Et sa réaction face à, entre guillemets, l'agression des militants, parce que c'est agressif quand même. En plus, il est dans sa ville à Bordeaux. En fait, la zone quand on est touché par quelque chose et qu'on ne veut pas le montrer, la zone qui le montre vraiment, la seule zone sur le visage qui va vraiment le montrer, c'est la bouche. Oui, oui. La bouche est une zone qu'on a beaucoup plus de mal à maîtriser que toutes les autres zones. Bouche de Juppé, La bouche de Juppé, elle se contracte et puis on voit le platysma qui fait qu'on va voir les dents du bas et ça descend là et on voit les dents du bas. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît dans les situations qui sont les situations de peur. Alors c'est sûr qu'Alain Juppé n'a pas peur, mais d'un seul coup il est surpris et cette surprise prend cette forme inattendue et ça va se voir sur son bas de bouche. Et on voit les gencives du bas dans ce cas-là. C'est vraiment la zone qui se voit. Oui. Mariette d'Arrigan. Et puis il y a aussi l'attitude, enfin peut-être un commentaire à faire, je sais pas, ou d'autres, sur l'attitude de Nicolas Sarkozy à côté quand il écoute Alain Juppé, il est comme ça, là, je sais pas, les mains comme ça croisées, un peu. Il se délecte. Il se délègue, vous diriez. Oui, ils se connaissent bien, donc il sait très bien ce qui va gêner Alain Juppé, qui est un grand affectif. Et comme tous les grands affectifs qui ne veulent pas rompre l'armure et montrer leurs émotions, il se raidit. C'est un homme droit dans ses bottes, comme on sait. Mais Sarkozy sait très bien ce qu'il faut faire pour le titiller, l'énerver, le faire sortir un petit peu de... Parce que ce qui est fascinant avec Alain Juppé, c'est quand l'affect sort de la cuirasse. D'accord. Donc, on sent que Sarkozy est aux aguets et Alain Juppé est objectivement atteint quand même par ce qu'il se passe. Et ce qui m'intéresse là, c'est le mot foule. Il est l'homme seul devant la foule tout d'un coup, c'est-à-dire le contraire de l'homme politique qui veut plaire. L'homme politique est celui qui va mobiliser l'énergie collective. En même temps, bon, comme c'est retransmis, on peut toujours être contre une partie de la foule pour parler à l'autre partie de la foule derrière sa télé. Enfin, je ne sais pas s'il est dans ce calcul-là à ce moment-là. C'est quand même très rare que les hommes politiques traitent en quelque sorte les Français, parce que c'est une... C'est quand même d'accord. Qu'ils soient contents de se faire siffler comme ça. La foule est un mot très négatif. Moi, j'ai 2 remarques. D'abord, premièrement, ce n'est pas la première fois que dans cette famille politique, on se fait siffler par ses militants. Oui, Nicolas Sarkozy lui-même s'était fait siffler en 95-97, et à l'époque, le président du mouvement était Alain Juppé. Philippe Seguin a eu un autre traitement qui était une acclamation à Chirac. Alors, ça veut dire quoi? Que Juppé, il est... Non, c'est que Juppé, il réagit bien. C'est-à-dire qu'il ne cède pas. Il est tout en conviction. Il y aura des primaires avec la droite et le centre. C'est ça qu'il voulait faire passer comme message. Sarkozy n'en veut pas, il l'impose à ce moment-là. Mais ce que dit Philippe Turchet, c'est que voilà, il a quand même cette réaction, un peu cette petite réaction, un peu de peur, parce que bon, vous dites qu'il a l'air d'être préparé, c'est ça, il s'est préparé à réagir. C'est pas ça, c'est qu'il réagit bien. Il réagit bien, il le dit, je n'ai pas l'habitude de me faire manipulé par une foule. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de primaire de droite, il n'y a pas la droite et le centre, il ne fera pas les primaires. Il se présentera à l'extérieur. Alors, vous évoquiez Philippe Turchet quand même, alors même si on le voit effectivement derrière cette gestuelle, enfin je ne sais pas ce que ça veut dire, là, je scorne mon truc, enfin bon voilà, je suis droit dans mes bottes, c'est ça. Oui. En même temps, il laisse quand même transparaître de l'émotion, un peu de peur, dites-vous. Il y a un autre moment emblématique où Alain Juppé se laisse gagner par l'émotion, c'est juste avant cette séquence, fin 2014, donc l'ex-premier ministre, longtemps impopulaire, faut s'en souvenir, on est encore là dans le storytelling du Juppé impopulaire, eh bien découvre qu'il a séduit le public de France 2 pendant l'émission des Paroles et des Actes. Et là, attention, climax de l'émotion.
à l'issue de cette intervention, de la part des Français qui ont regardé cette émission, ce chiffre monte à 61% des Français qui disent « Oui, Alain Juppé ferait un bon président pour la France ». Bon, il reste un dernier indicateur. Je crois qu'il va revenir. C'est la bonne opinion, non? Non, au contraire. J'arrête là. Bonne opinion, effectivement. 60% en début d'émission, 68% à la fin de l'émission. Et on a vu qu'en termes de traits d'image qui étaient accolés, l'ensemble étant vers une évolution qui est une évolution positive, le regard global à l'égard d'Alain Juppé a évolué positivement. Alain Juppé, est-ce que vous souhaitez réagir? Merci. Merci aux Françaises et aux Français. Et on continue. Vous pouvez peut-être nous... Vous avez l'air ému. Oui, un peu. Il ne faut jamais remercier les journalistes. Ah, encore du chemin à faire là-dessus. Jean-Daniel Lévy... J'ai pas remercié les journalistes, j'ai remercié les Français. Voilà, et là, effectivement, on l'entend même à sa voix. Il a la voix un peu, même complètement nouée. Et il dit peu de mots. Vous qui vous intéressez aussi aux mots, Mariette Darigrand, il est très économe. Oui, parce qu'il a vraiment, objectivement, je crois, du mal à parler. Il est vraiment ému, il est vraiment touché. Donc ça dit quand même beaucoup de choses sur le besoin d'amour de ces grands animaux politiques. Hein. Je crois que ils ont un côté rockstar. Il faut absolument être aimé. Et la vie politique dans laquelle nous sommes en France, avec cette fichue élection présidentielle, qui est une sorte de casting extraordinaire, qui se fait au final depuis quelques années quand même sur des critères affectifs. Je l'aime bien, il est sympathique, il est sympa, il va être. Donc Juppé, c'est sa carte aussi. Hein. S'il est élu en 2017, ce sera parce qu'il représentera quelque chose comme une sorte de père de la nation. Ouais, qui va pourtant calmer on tout le dit monde. souvent que voilà, Juppé, il est aimé, il est populaire, on va pas refaire d'autres émissions qu'on a faites ici, mais justement parce qu'il n'est pas dans l'affect. Oui, je crois que c'est un paradoxe. En fait, il l'est énormément. Il l'est quand même. C'est un grand affectif pour moi, enfin en tout cas, mais qui connaît très bien les règles du jeu, qui a été à bonne école et qui par ailleurs est un maître du langage aussi. Donc très vite, il se rattrape en disant merci. Il fait son petit joke sur les journalistes. Oui, mais c'est une manière de se reprendre. Ouais. De se reprendre, bien sûr. Ouais. Ça, c'est du vrai Juppé. C'est le maximum qu'il peut faire en termes d'affect. Il l'a fait. Oui, on a gardé d'ailleurs en longueur parce que pendant qu'effectivement le politologue parle, il y a des plans sur lui, on sent les mots. Il est en attente. Il se dit qu'est-ce qui va se passer. Et puis, vous voyez défiler 20 ans de traversée du désert, dissolution, Canada, etc., etc. Et là, pour la première fois, en tout cas, une étude dans une émission prime time dit que les Français reconnaissent... Mais alors vous dites qu'il se ressaisit à la fin, effectivement, à la petite blague, il se ressaisit, donc il reprend c'est un animal politique. Il reprend le contrôle, mais en même temps, la question qui se pose, et je vais vous la poser aussi, Philippe Turget, c'est... Bon là, on sent qu'il est ému. En même temps, jouer de l'émotion, ça peut être un registre pour certains politiques. En matière de communication, on sait bien qu'être dans l'émotion, ça peut être aussi quelque chose de positif. Est-ce qu'il la contrôle, l'émotion? Est-ce qu'il en joue? Comment il gère cette émotion-là Si vous allez dans une émission chez Fogiel, sur le divan, là, vous faites, c'est préparé, c'est travaillé, il y a la petite larme qui tombe, etc., etc. Là, ce n'est pas préparé. C'est là où c'est intéressant. Mais du coup, il la retient. Il la retient, parce que c'est pas son tempérament. Comme je le disais, c'est le maximum qu'il peut faire. C'est le maximum. Vous êtes d'accord, Philippe Turget? Oui, en fait, oui, la question de est-ce que c'est une vraie émotion, c'est une question qui se pose toujours. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de parler. À la voix, on se dit, il est quand même vraiment ému. Il est vraiment ému. Et puis quand on regarde. Néophyte qui parle. Oui, et quand on regarde le visage, je pense qu'on peut le dire aussi. Alors à quoi on va le voir? Vous allez voir que son visage est dissymétrique et que sa partie gauche du visage est beaucoup plus ouverte. Et ce qui est drôle, c'est qu'on s'aperçoit qu'il se met à cligner des paupières de manière dissymétrique. Oui. C'est-à-dire que sa paupière gauche arrête même par moment de cligner. L'œil droit cligne beaucoup plus. Ça veut dire quoi? Et c'est quand on retient ses émotions. Donc, pour pas basculer dans l'émotionnel, il est obligé de se mettre en situation de contrôle et ne pas montrer son émotion, justement. Et on voit aussi bien la dissymétrie du visage que la dissymétrie du clignement de paupières. Il y a même des moments où l'œil gauche ne cligne plus et l'œil droit cligne tout seul. D'accord, donc il est vraiment, il est dans la rétention, c'est scientifiquement démontré, il est dans la rétention des émotions. Alors, moment de rétention des émotions, moment très difficile aussi, douloureux. On va en venir au moment vécu par Emmanuelle Cos, épouse de Denis Baupin, au lendemain des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle portées contre son conjoint par des femmes. Alors je le rappelle, des femmes membres de LV, parti qu'a dirigé Emmanuelle Cos pendant 2 ans. Donc c'est une situation particulièrement compliquée. Alors je précise qu'à ce moment-là, il s'agit de la première prise de parole d'Emmanuelle Cos après les révélations de France Inter et de Mediapart. Est-ce que vous saviez ? Je vais déjà vous dire les choses assez simplement. J'ai été très touchée en tant que femme, en tant que compagne, en tant que mère et aussi en tant que ministre. Parce que les questions de violence faites aux femmes, c'est pour moi quelque chose qui est inhérent à mon combat politique depuis très longtemps et que j'ai jamais transigé avec ça.
Je ne l'ai jamais fait. Et j'ai été saisie et j'ai appris, comme vous hier, ces accusations d'harcèlement. Et je vais vous dire franchement, là-dessus, il n'y a pas à transiger. C'est-à-dire qu'on parle de faits qui sont d'une extrême gravité. Et si ces faits sont avérés, il faut que ça soit réglé devant la justice. Et si ces faits ne sont pas avérés, il faut aussi que ça soit réglé devant la justice. Il n'y a pas d'autre question, il n'y a pas d'autre choix. Et je le dis ici, et en tant que femme, et en tant que ministre. Et puisque vous me posez la question, est-ce que vous étiez au courant? Oui, est-ce que vous saviez? J'ai été secrétaire nationale d'Europe Écologie pendant 2 ans. Je n'ai jamais été saisie à aucun moment de signalement sur des faits de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. L'accumulation des témoignages, parce qu'on a plusieurs, ne vous a pas troublé? Non. Non, je n'ai pas de trouble. Et si c'est votre question et de savoir si j'ai confiance en mon conjoint, oui. Voilà, j'ai confiance en mon conjoint, dit-elle. C'est très très court. Hein. Voilà, c'est la fin de l'extrait. Philippe Turchet, peut-être une réaction sur ce moment. Là, comment elle est parfaitement dans le contrôle, parce qu'on imagine qu'elle a dû beaucoup préparer son intervention. Elle l'a beaucoup préparé, mais on peut penser à voir la dynamique de son corps. On ne sait pas si elle savait, mais c'est sûr qu'elle prête crédit à ce qui est dit. Oui. Ah bon? Oui, parce que, même si elle dit qu'elle a confiance, etc., elle regarde pas elle revient dans son monde et elle n'est pas du tout en situation de riposte. Quand on a, vous voyez, elle devient comme l'animal blessé, le corps tombe à gauche, et le corps tombe à gauche plutôt qu'à droite, dans les situations où on revient sur soi. Et contre des choses qui sont si graves, quand on devrait être offusqué. Si on n'est pas offusqué, c'est qu'il y a une partie de nous qui se dit, bien, ici c'était vrai. Alors, donc, le corps revient à gauche, les yeux vont pas avoir ça ils reviennent aussi à gauche. Elle est dans une dynamique où elle fuit l'événement, quoi. Donc quand on fuit à ce point, moi je trouve ça curieux. Elle fuit l'événement, elle fuit les questions, elle fuit les journalistes. C'est ça, avec ce mouvement de tête qu'elle a d'ailleurs à la fin en disant j'ai confiance. Oui, ça, et elle parle de son conjoint comme d'un être extérieur. Mais là, je pense que c'est davantage de votre registre que du mien, qui est un registre plus corporel. Mais là, il y a des choses à dire aussi sur le langage verbal, me semble-t-il. Hein. Oui, Mariette Darigrand. Oui, mais il y a un cas extraordinaire. Elle emploie 2 fois le mot saisie. Oui. J'ai été saisie. D'abord, sur un plan émotionnel, elle emploie le mot pour dire j'ai été saisie, j'ai été stupéfaite. Et puis ensuite, j'ai été saisie au sens juridique du terme. Enfin, je n'ai pas été saisie. Oui, je n'ai pas été saisie. Et alors Or, c'est intéressant parce que là, je pense que le drame de cette femme se joue dans le double emploi de ce mot. Elle essaye de faire penser qu'elle, n'ayant pas été saisie sur un plan juridique, elle peut être saisie sur un plan émotionnel. Or, c'est drôle parce que du point de vue de l'histoire du mot, le mot saisie, quand on dit j'ai été saisie par j'ai été surprise, c'est en fait un mot de toute façon qui est juridique. Il n'y a pas d'autre acception du mot. Autrement dit... C'est ce mot qui lui revient les 2 fois. Voilà. Elle voulait l'employer sur le plan juridique, elle l'a employé sur le plan émotionnel. Ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qui la surprend après? Voilà. Est-ce que c'est qu'elle a entendu des rumeurs? Est-ce que, bon, on ne sait pas, évidemment, on n'en sait rien. Il faut penser qu'elle n'a pas été saisie. Voilà. Alors... Mais en tout cas, elle n'est pas vous dites, elle n'est pas dans un registre offensif comme elle pourrait l'être, et peut-être que des communicants lui diraient d'être dans ce registre offensif. Vous dites, cher Kaby, vous qui faites justement du coaching, ou alors peut-être tout simplement parce que c'est un moment très très difficile et voilà, elle a choisi de ne pas être dans cette posture peut-être d'agressivité ou contre-offensive. Il y a des éléments de langage, ça c'est sûr, et quand vous l'écoutez à la radio le matin, vous vous dites, elle ne répond pas aux questions. Elle dévie le tir à chaque fois, elle le dévie bien. Et puis vous retournez à l'agence l'après-midi, vous voyez ça dans la chaîne continue, et vous vous dites, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écouté le matin. C'est-à-dire que vous voulez dire, quand on l'entend, on a l'impression qu'elle est plus en contre-offensive que quand on la voit. Qu'elle défend. Et là, quand vous la voyez, je suis d'accord avec les 2 intervenants, elle s'effondre jusqu'à se réajuster à la fin de la séquence que vous avez présentée. Donc oui, c'est un petit nom, c'est un petit confiance. Vous voyez, on voit bien que vers la fin, elle ne sait plus comment faire. Et d'ailleurs, elle regarde plus rien. Elle regarde même pas ses notes. Vous voyez, on voit l'image à l'écran là. Donc, vous pouvez préparer quelqu'un. Là, c'est tellement dans un registre du personnel. Votre vie publique, privée est jetée en pâture. Tout se mélange, Tout se mélange. Et puis, il y a toujours la question du doute. Voilà.
Et elle le dit d'une certaine façon. Et du coup, le seul moyen de se protéger, c'est de passer de l'émotionnel à la justice. Ça commencera par la justice, et si c'est pas ça, ça sera la justice aussi. D'accord, donc vous diriez, en fait, si on doit, c'est beaucoup préparé et qu'à la voix, à l'entendre, effectivement, elle est dans quelque chose d'assez offensif, on pourrait le penser, mais à la voir, finalement, pas tant que ça. D'accord, il y a une dissonance entre les deux, oui. Ce que je voudrais rajouter, c'est quand elle énumère ses statuts, en tant que mère, en tant que femme, etc., elle ne dit pas en tant que femme politique. Or, je crois, et c'est pour ça que elle a un penchant vers la gauche, c'est que la séquence est aussi très difficile pour elle, en dehors de Denis Baupin, pour son avenir politique, pour sa valeur politique. Il y a aussi une guerre à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts sur la participation ou non au gouvernement. Bien sûr, puisqu'elle est entre le gouvernement et elle a quitté Europe Écologie à ce moment-là. On peut interpréter aussi la séquence sur Denis Baupin qui aurait pu avoir lieu avant, qui aurait pu avoir lieu après, Bien sûr, qui intervient aujourd'hui. Et je crois qu'elle est aussi une victime d'une certaine façon politique. Or ça, elle ne peut pas le dire. D'accord, son corps le dit, mais ses mots ne peuvent pas. Son corps le dit pour vous qu'elle se vit comme une victime. Ah oui, cette posture un peu en retrait, c'est aussi une posture de victime, vous diriez peut-être de la femme politique victime qu'on n'a pas évoquée. Victime, oui, exactement. Et puis qui à la fin se redresse pour pas pleurer. Vous savez, c'est de l'embodiment, ça. On se redresse, on regarde au ciel pour pas pleurer. Vous savez, quand on a envie de pleurer, les yeux vont au ciel. Et quand on se redresse, c'est pour pas se laisser aller, pour pas se laisser tomber. Et elle se rend compte qu'elle est en train de tomber. Même si c'est métaphorique. Même si c'est métaphorique, d'accord. Bon, écoutez, non, mais ça... Alors, on va changer de registre. On va en venir maintenant à autre thématique qui n'a rien à voir. L'attitude des politiques dans des phases de changement ou de réorientation de leur image. Il peut arriver comme ça qu'il y ait des évolutions. Comment sont-elles gérées en matière de gestuelle? Sont-ils en phase avec ces nouvelles postures ou pas? Premier exemple avec Marine Le Pen sur le plateau de TF1, peu après le lancement de son nouveau slogan « La France apaisée », alors une rupture par rapport au discours plutôt traditionnellement protestataire du FN, mais ces gestes sont-ils en phase avec cet apaisement? On regarde. Mon espoir, c'est la France apaisée. Parce que aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que le laxisme crée le chaos. Voilà. Et que l'autorité apaise, que la nation unit, que le communautarisme divise, que le progrès économique rassemble et la précarité, elle sépare, elle jette tous contre tous. On le voit bien d'ailleurs. Moi, je crois qu'il y a une grande opération de réconciliation à effectuer dans notre pays. Et si je puis me permettre, je partage la vision de Raymond Aron sur l'État. L'État doit être respecté à l'extérieur et en paix à l'intérieur. A priori, Raymond Aron, c'est tout ce que le Front National exècre. Il était atlantiste et libéral au sens politique et économique du terme. Madame Le Pen, tout à l'heure vous disiez « je suis candidate ». Vous êtes candidate à l'élection présidentielle de 2017 ? Faut pas être sectaire, vous savez. Pas du tout, il faut être ouvert et changer d'avis. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle de 2017, formellement ? Oui, je suis candidate à l'élection présidentielle de 2017, oui. Voilà, oui, elle est candidate. Bon, dit-elle avec le sourire, mais d'abord sur l'apaisement, peut-être Mariette Darré-Grand. Alors, a priori, comme ça, quand on regarde l'extrait, on se dit effectivement, elle incarne bien ce nouveau slogan de l'apaisement. Elle est, elle aussi, très apaisée. Elle ne fait pas beaucoup de gestes. Elle a les mains, je ne sais pas, croisées, là, sur la table. Est-ce qu'elle est vraiment apaisée? Alors, nous sommes dans cette séquence de l'apaisement après la colère. Il faut bien voir que Marine Le Pen était une mère de famille en colère. Et à ce moment-là, ses cheveux étaient un peu mal coiffés. Elle a été mal coiffée, mais c'était absolument voulu, puisqu'au départ, elle était quand même une assez jolie femme, bien coiffée, etc. On parle d'une Marine Le Pen bien coiffée qui se met en colère et qui s'apaise. Mal coiffée, elle n'a pas d'argent, elle va pas chez le coiffeur, une espèce de pince. Là, nous sommes dans la coiffure apaisée, bourgeoise. Alors, je voudrais remarquer aussi la petite croix catholique là qui se montre. Donc, on est en train de passer dans l'apaisement, c'est-à-dire dans l'embourgeoisement. Ça y est, maintenant, on voit que le peuple, comme elle dit, souverain, la prolétarisation est faite. On voit qu'elle migre pour engranger des voix dans une France plus bourgeoise. Et je crois que l'apaisement doit aussi se comprendre sur un plan social. Et donc, vous diriez que là, alors même s'il y a de la stratégie, là pour le coup, elle est dans un moment de stratégie politique réellement, qu'elle est en phase gestuellement. Alors, on ne sait pas où était la vraie Marine Le Pen. Est-ce que la vraie Marine Le Pen, c'est la Marine Le Pen en colère ou la Marine Le Pen apaisée? Mais en tout cas, là, elle colle à ce registre. Comme elle a une marque à développer, les marques, c'est toujours comme ça, c'est toujours ancré quelque part. Elle est ancrée quand même dans la protestation et la colère, mais elle doit diversifier un peu le produit. D'accord. Alors, Marine Le Pen apaisée, donc dit Mariette Darré-Grand, il y a une stratégie, ou alors quand même encore un peu en colère, et on est quand même dans la contrainte, à l'apaisement, il est un peu contraint. Mais on voit qu'on est dans la stratégie en tout cas, parce que quand on regarde cette séquence, en fait, il y a eu son arrivée sur le plateau, elle parle de son retour en politique après quelques mois, on ne l'a pas trop vu, et puis là, elle est très main droite et elle parle beaucoup à une main.
Et puis l'image de la France apaisée arrive et elle se met à parler à deux mains. Et quand on regarde le ton de la voix, sur la deuxième partie de l'entrevue, le ton de la voix est plus haut perché. D'accord, donc dans le même entretien, il y a une évolution au moment de la France apaisée. Au moment de la France apaisée. À tel point que je me demande, le simple fait de voir son image très apaisée à l'écran au moment où elle parle de la France apaisée, oui, mais c'est un effet par effet de neurone miroir, elle en rajoute dans la France apaisée. Donc je pense vraiment qu'on est dans la stratégie politique. Ah oui, vous diriez la stratégie politique. Et alors, juste pour vous, Jean, vous qui vous intéressez aux gestes, elle a toujours des petits gestes qu'on a là et qu'elle a tout le temps. Elle se remet les cheveux là derrière l'oreille, elle sourit. Non, en fait, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de la séduction, mais c'est pas ça. Là, elle se recadre en mettant une mèche derrière pour y retourner. On recadre en mettant derrière. Tout à l'heure, Val, si se tenait la main, elle, c'est la main derrière les cheveux derrière l'oreille. Et vous voyez que quand elle fait ça, en fait, elle change de registre ou elle change de thème. Donc, on se ressent pour y retourner. Et ça, elle le fait très bien. Pour resituer cette interview, c'est au lendemain d'un séminaire qui s'est très mal passé. Séminaire du FN. Du FN, où ils sont d'accord sur rien. D'ailleurs, notamment sur la ligne économique. Sur la ligne économique. Que ce slogan « La France apaisée » est à contre-emploi par rapport à sa base électorale. Là, c'est vraiment une séquence qui ne va pas durer longtemps, parce qu'ils vont se rendre compte que ces affiches-là, elles ne vont pas être collées par les militants. Du front. Donc il va falloir. C'est purement de la communication et ça sent. Et quand elle dit qu'elle est candidate, d'ailleurs, elle sourit. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. Elle rit. Parce qu'elle utilise pas mal son sourire là, justement dans cette. Alors que d'habitude, elle utilise des mines renfrognées. Et alors, le sourire, quand elle dit je vais être candidate, ça veut dire quoi? Bon, voilà, ça, visiblement, c'est peut-être quelque chose de c'est une bonne nouvelle, voilà. Je pense qu'elle avait quand même un brief sur le sourire, entendu comme un smiley, quoi. Quelque chose qui, l'apaisement et le désir de plaire pour être heureux ensemble. Alors, pour terminer l'émission, je voudrais vous faire commenter. Alors, c'est juste un geste, mais voilà, il est étrange. Moi, il nous a surpris en préparant une précédente émission. Alors, c'est un geste de NKM. Alors, NKM, je vous recontextualise le moment. Candidate à la primaire chez les Républicains, qui a multiplié ces derniers temps les déclarations viriles et ultra-viriles et va-t-en-guerre, allant jusqu'à se dire, je cite, en mode greffage de couilles avec des collègues jugés trop timorés. Alors dit comme ça, c'est assez cash. Toutefois, il s'agissait d'une interview au Monde, donc en presse écrite, et le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on la questionne sur le sujet sur un plateau télé, eh bien, elle est un peu plus en retrait. Vous avez un langage fleuri. Vous utilisez souvent ces parties-là, c'est un peu... La fois, faites attention. Vous pouvez reformuler. Non, mais par exemple, l'autre phrase, j'ai l'intention de laisser le concours de taille de Zizi au mec. Ça, c'est vous aussi. Vous avez trouvé ça. Ah bah, j'ai trouvé ça dans le Figaro. J'ai pu le dire, mais je l'avais pas vu. C'est dans le Figaro. Vous arrêtez le florilège et que je m'explique. D'accord. Au-delà du langage fleuri. Ça nous plaît bien. Oui, j'ai compris. Il y a cette idée que je pense qu'on a trop reculé et que et que maintenant il faut y aller. Non mais faut transformer véritablement le pays. Il faut pas faire les choses à moitié. Faut pas faire semblant. Faut pas faire des demi-mesures. Voilà. Voilà, alors là, ce geste, pour le coup, c'est pas du tout viril et va-t-en-guerre. Ça fait très petite fille, les mains sur les genoux, un peu rentrées vers l'intérieur. Et on s'est demandé qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, ce geste. La petite fille prit le doigt dans le pot de confiture. Et le pot de confiture de quoi? De la transgression en termes de vocabulaire? Dans la première partie, quand on parle des hommes, elle est assise, profondément, bien installée dans le fauteuil. Elle maîtrise sa gestuelle, etc., etc. Et quand elle sort de la phrase d'une banalité totale, on a trop reculé, maintenant il faut avancer, etc., etc., et qu'on rentre dans le vif du sujet, elle se remet comme une petite fille, parce qu'au fond, elle n'a pas plus de solutions que dans son bouquin. C'est par rapport aux solutions. C'est pas par rapport au fait, je sais pas, des petites filles à qui sa maman a dit on parle pas mal. Non, pas du tout, parce que je n'y crois pas. Je pense que c'est... C'est plus sur le fond. Sur le fond. D'accord, oui, sur ce geste. Oui, non, mais juste au moment où le... Parce qu'elle n'a pas l'air très à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au moment où Laurent Ruquier intervient, on voit un double clignement de paupières, là, on sent qu'il y a une émotion forte qu'il a très... Aux mains, j'ai dit ça moi. Donc, du coup, elle se rend... Donc, du coup, elle le récupère très bien en disant vous avez été chercher ça où? Et puis, ce geste, je crois qu'elle rentrerait bien dans un trou de souris, là. Ça lui permet d'être plus petite par rapport à ça et de se recentrer sur d'autres choses pour pas rester sur ce terrain-là. Oui, mais sur ce terrain aussi de ses phrases, finalement. Mais sur ce terrain-là... Parce qu'elle n'est pas à l'aise politiquement. Non, elle n'est pas à l'aise pour parler ici comme ça de ça.
Je ne pense pas que ça la rende du tout mal à l'aise, parce que je vois sa partie gauche du visage est très ouverte. Quand elle entend ça, elle est finalement assez contente. Mais on ne peut pas rester sur ce terrain-là. Donc sortons de ce terrain-là et recentrons-nous sur les choses essentielles. Elle n'est pas franchement mécontente, mais en même temps, elle n'a pas envie d'y rester trop longtemps. Ce qui est intéressant, c'est un peu les paradoxes de NKM, qui souvent lance des choses comme ça, des actes de communication un peu transgressifs, puis qui après repart vers autre chose. Oui. Et puis il me semble que ça croise aussi, disons, le masculin-féminin qui est en elle. C'est pour ça que c'est peut-être l'enfance qui revient là, parce que c'est une héritière du gaullisme. Elle a été une petite fille avec un grand-père, etc. Elle vient de ça. Elle a toujours tenu cela jusqu'à maintenant. Et puis, elle a lâché quelque chose. Elle a lâché ses cheveux. Là, il y a vraiment un signe très fort. Et elle y va, elle y est allée. Mais elle n'est pas Nadine Morano, elle n'est pas Marine Le Pen, elle n'est pas Martine Aubry. C'est-à-dire, elle n'est pas une femme qui est facilement masculine, parce qu'elle a ce physique quand même d'actrice tchécovienne merveilleuse. Donc elle se met de temps en temps sur ce registre très viril, mais... Voilà, et elle reprend. Mais je pense que c'est assez sincère et qu'elle a envie aussi de s'amuser par moments et puis d'être un peu corps de garde. Il y a ça en NKM, mais c'est tellement en contraste avec son visage et ses cheveux que c'est toujours... ça fait un effet incroyable. Un peu sur ce terrain, mais pas trop. Alors pour terminer, on avait fait d'ailleurs avec vous-même une émission sur la gestuelle il y a quelques 3-4 ans. Et je me souviens qu'entre Nicolas Sarkozy, Bertrand Delanoë, on avait vraiment des personnages très très expressifs qui faisaient beaucoup de gestes. Beaucoup moins dans cette émission. Là, ils sont plus dans la retenue. Pourtant, on a cherché des gestes expressifs. C'est quoi? C'est l'époque qui a changé? C'est des personnages qui sont plus sous contrôle? Je ne sais pas si vous avez un petit mot, même si vous ne suivez pas forcément la vie politique française tous les jours. Philippe Turchet? Non, mais je suis toujours frappé, moi, quand je regarde des émissions de télé qui reviennent de loin, là, quand on voit De Gaulle, quand on voit Mitterrand, Giscard, Chirac. On s'aperçoit qu'au fil du temps, le corps s'épure et que les stratèges amènent des stratégies qui veulent que le corps, la ligne du corps en fasse moins. Et on s'aperçoit que les corps sont beaucoup plus contrôlés qu'ils ne l'étaient, et qu'il faut aller chercher beaucoup plus dans le détail maintenant ce qu'on voyait à très gros traits il y a 30 ou 40 ans. Il y a 30 ans, 40 ans. C'est aussi de la communication, pour le coup, d'être dans quelque chose de plus épuré, de plus sobre. Oui, vous n'avez plus de tribun. La gestuelle, elle est avec la gouaille, le dynamisme, etc. On en verra peut-être dans les meetings de la campagne présidentielle, la gestuelle. Beaucoup moins, c'est beaucoup plus lissé. C'est lissé par rapport à la télévision, pour que ça ne renvoie pas une mauvaise image. Et donc, il y a excès, et du coup, on devient insipide des savonnettes. Un peu insipide, mais on va quand même trouver quelques gestes. Marianne Darigrand, un petit mot sur cette évolution? Oui, je pense que plus ils se glamourisent, c'est-à-dire plus ils utilisent volontairement leur image physique, et plus leur corps personnel, inconscient, imaginaire, donc un certain imaginaire. Un politique a un corps comme un artiste a un corps, donc qui était assez créatif, est tronqué. Donc je suis d'accord avec votre analyse, mais il y a un paradoxe. Moins en bouge, quoi. Exactement. D'accord, comme les actrices, comme les stars hollywoodiennes, comme les stars de papier glacé. Bon, alors merci à tous les trois en tout cas pour ces analyses, intéressantes. On va se contrôler et s'observer davantage. Dorénavant, merci à Aurélie Dafas et Antoine Cariou qui sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Virginie Parot qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les amis en ligne. C'est comme au cinéma. Moi j'ai revu Une époque formidable, là, il y a 3 jours, vous savez, le film avec Boringer. J'ai trouvé ça caricatural. Alors, je crois que c'est la même chose, c'est-à-dire que le ciné est beaucoup plus lissé. Un Jean Gabin ne passe plus du tout à l'écran. C'est une caricature. Et d'atmosphère, ça ne se ferait plus, ça.